Il venait de dépasser minuit aux îles Salomon. Des destroyers japonais naviguaient à travers une étroite étendue d'océan nommée le Slot, radio à plein volume, moteur vrombissant, persuadés que cette nuit leur appartenait. Ils n'attendaient aucune résistance, et surtout pas de 6 petits bateaux américains en contreplaqué. Des moustiques, comme ils les appelaient, des jouets dont chaque équipage avait à peine plus de 20 ans, chaque navire trop fragile pour arrêter le feu ennemi et armé de torpilles réputées pour être défaillantes. Mais dans ce silence obscur, ces bateaux en bois se sont mis en position, tels des fantômes. Ce qui allait suivre allait redéfinir ce que signifiait la puissance navale dans le Pacifique, prouvant que parfois, la plus petite force utilisée de la manière la plus audacieuse peut paralyser un empire. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, assurez-vous de vous abonner à No Man's Land, là où les batailles oubliées, les héros improbables et les tournants les plus sombres de la guerre sont ramenés à la vie. La coque en bois du PT-109 craquait tandis qu'il avançait dans les eaux noires. Les moteurs tournaient au ralenti, silencieusement. Le lieutenant J.F. Kennedy, âgé de seulement 26 ans, se tenait à la barre du patrouilleur lance-torpille, les yeux fixés sur la côte sombre des îles Salomon. Son équipage de 12 était formé à la vitesse et la surprise, pas la force. Ces bateaux, conçus pour l'attaque éclair, étaient assez rapides pour frapper des navires et disparaître avant toute réaction ennemie. Mais les torpilles défectueuses, la visibilité réduite et les lourdes patrouilles japonaises faisaient de chaque mission un pari, avec presque aucune chance de survie. Les vedettes PT étaient en bois, peintes avec un produit à base d'essence, et une balle traçante pouvait les transformer en boules de feu. Kennedy le savait pertinemment, tout comme chacun des hommes à bord. Les stratèges navals japonais pensaient que des destroyers plus fins et rapides domineraient les batailles nocturnes à travers le Pacifique. Leur tactique reposait sur des équipages aguerris, des manœuvres audacieuses et des torpilles d'une précision mortelle. Les vedettes PT américaines, par contre, étaient considérées comme des inventions imprudentes, excessivement petites, trop exposées et très peu fiables. Même le commandement américain avait peu d'attentes à leur égard. On leur confiait les tâches ingrates, missions d'interception, harcèlement côtier, raids nocturnes, où toute détection entraînait une destruction quasi instantanée. Pourtant, Kennedy comprenait le seul avantage qu'il avait, l'imprévisibilité. Les capitaines japonais s'attendaient à de gros navires, des radars et des canons puissants. Ils ne s'attendaient pas à un navire en contreplaqué glissant sur l'eau noire, ses moteurs à peine audibles. Alors que le convoi japonais du Tokyo Express approchait cette nuit-là, les canons balayaient l'horizon à la recherche de croiseurs, pas de patrouilleurs rapides. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le PT-109, dépourvu de blindage et n'ayant pratiquement aucune chance de s'échapper s'il était découvert, était sur le point de briser toutes les suppositions que la marine impériale avait faites concernant la guerre dans l'obscurité. Les Japonais avaient confiance lors de leur ravitaillement nocturne dans le slot. Leurs destroyers, chargés de troupes et de matériel, fonçaient vers Guadalcanal pour renforcer les opérations au sol. Ils misaient sur la rapidité pour éviter d'être repérés par les Américains, persuadés que rien d'assez petit ne pourrait les affronter de près. La marine impériale surnommait ces opérations le Tokyo Express, et durant des mois, elles purent se dérouler sans être inquiétées. Leurs commandants pensèrent les Américains trop craintifs pour se risquer à un combat direct de nuit, en particulier avec de plus petites embarcations. Ils ne s'attendaient pas à ce que le désespoir amène de nouvelles tactiques. Les PT, tels celui de Kennedy, n'étaient pas faits pour défier des destroyers. Elles n'avaient pas de système radar, une visibilité limitée et dépendaient de l'œil humain. Chaque tir de torpille dépendait d'instinct et d'expérience pour estimer la distance. Pire, les torpilles américaines utilisaient le détonateur Mark 14, notoirement peu fiable. Nombre d'officiers déclaraient qu'il échouait plus de 80% du temps au combat. Pourtant, les équipages des PT reçurent l'ordre d'intercepter un convoi japonais dans la nuit du 1er août 1943. Leur objectif, perturber, retarder et forcer l'ennemi à l'erreur. Kennedy briefa son équipage avec des mots calmes mais directs.
Il saisissait mieux que quiconque les risques. Une salve précise d'un destroyer avait le pouvoir de scinder leur bâtiment en deux. Chaque homme portait un gilet de sauvetage, non pour la sécurité, mais en prévision de se retrouver à l'eau, car c'était inévitable. Alors qu'ils prenaient position pour intercepter, les moteurs des vedettes PT tournaient au ralenti. Les hommes observaient à l'horizon, la lune jetant une faible lumière sur les vagues. Ils étaient moins nombreux, moins bien armés et possédaient des armes qui souvent échouaient. Toutefois, l'imprévisibilité demeurait leur unique atout. Ils mèneraient l'attaque de très près, si bien que les navires japonais se retrouveraient contraints de choisir entre manœuvrer pour riposter ou courir le risque de la collision. À cette distance, une seule erreur pouvait tout changer. Et cette nuit-là, une erreur se produirait, non pas de la part de l'équipage de Kennedy, mais de l'un des plus grands destroyers du Tokyo Express. Le ciel nocturne était empli d'une brume épaisse, tandis que le PT-109 dérivait doucement vers sa zone de patrouille. Kennedy se tenait hors du cockpit, scrutant l'obscurité. Il était maintenant plus de 2 heures du matin et la visibilité était devenue quasi nulle. Le moteur tournait à vitesse minimale pour éviter d'être repéré, ne créant qu'une légère ondulation sur l'eau. L'équipage savait que le radar était inutile contre eux, car ils étaient trop petits pour apparaître sur les systèmes ennemis, mais cet avantage était à double tranchant. Eux non plus ne pouvaient détecter les navires ennemis qu'une fois dangereusement proches. Kennedy se fiait à son instinct, guettant le grondement des moteurs. Quelques instants plus tôt, 3 autres PT avaient tiré des torpilles sur le convoi, mais n'avaient rien touché. Les destroyers japonais avaient changé de cap, traversant la zone avec plus d'agressivité que prévu. L'embarcation de Kennedy progressait doucement, s'efforçant de se replacer lorsque subitement, le guetteur aperçut une silhouette sombre surgir du brouillard. Ce n'était ni un croiseur, ni un petit navire d'escorte. C'était le destroyer Amagiri, un navire de 2000 tonnes filant à près de 35 nœuds. À cette vitesse, il traversait un terrain de foot en 2 secondes. Kennedy avait moins de 5 secondes pour réagir. Il a hurlé pour une manœuvre d'évitement, mais avant que le barreur ne puisse agir, la proue massive de l'Amagiri a percuté le PT-109 à toute vitesse. L'impact fut explosif. La coque en bois vola en éclats. Le carburant s'enflamma. Des flammes jaillirent alors que Kennedy et ses hommes étaient projetés dans l'eau noire. Le destroyer ne ralentit jamais. Il poursuivit sa route dans la nuit comme s'il avait heurté du bois flotté et non un bateau américain. 11 hommes luttaient pour rester à la surface dans une mer en feu. Kennedy, malgré une blessure au dos, nageait dans une eau épaisse de pétrole, appelant les survivants. 2 hommes manquaient à l'appel. L'un était probablement piégé dans l'épave. L'autre était inconscient. Le groupe savait qu'ils étaient désormais derrière les lignes ennemies, dérivant vers des îles tenues par les Japonais, à la merci des courants. Leur embarcation avait disparu, leurs armes aussi. Mais Kennedy était toujours en vie, et ce qu'il allait faire déciderait si son équipage verrait un autre lever de soleil. Kennedy a rassemblé ses hommes sur ce qui restait de l'épave flottante, sa propre douleur dissimulée derrière un calme délibéré. Les courants océaniques les entraînaient irrésistiblement vers les côtes de Kolombangara, une île sous contrôle japonais. Rester à la dérive, c'était la capture ou la mort au matin. Il a pris une décision cruciale, nager vers l'île Plum Pudding, une petite parcelle de terre inhabitée, estimée à environ 3 miles de distance. Sans bateau, sans radio et avec des blessés, cela semblait impossible, mais il était convaincu que bouger était leur seule chance. Kennedy a coupé une sangle d'un gilet de sauvetage, l'a attaché au col du membre d'équipage le plus gravement blessé et a commencé à le remorquer dans l'eau. Pendant plus de 4 longues heures, il a nagé en utilisant un seul bras, son dos gravement blessé lui envoyant une douleur lancinante à chaque coup de nage. Le reste de l'équipage suivait, poussant des débris comme support de flottaison improvisée. Des requins tournaient au loin, attirés par le pétrole et le sang dans l'eau. À un moment, une fusée éclairante a été tirée par les forces japonaises sur la rive à la recherche de survivants. Kennedy a ordonné le silence complet. Chaque homme s'est figé. Pendant près de 15 minutes, ils sont restés immobiles tandis que le projecteur les balayait.
Finalement, ils ont atteint le rivage à la faveur de l'obscurité. Épuisés, ils se sont traînés sur le sable, leur corps lacéré par le corail. C'était encore avant l'aube. Sur l'île, ils n'ont trouvé ni eau douce, ni nourriture, ni abri contre les patrouilles ennemies. Kennedy a déclaré à ses hommes « Nous sommes vivants ». C'est un bon début. Même s'il était blessé, il a refusé de se reposer. À l'aube, il nagea vers le large, cherchant des navires américains de passage. Cette nage a duré près de 2 heures. Ne voyant rien, il est revenu et a réessayé au coucher du soleil. Chaque essai a poussé son corps au-delà de l'endurance normale. Lors de sa deuxième baignade, il trouva une caisse flottante. À l'intérieur, un sac de biscuits de mer et une conserve de fruits locaux. C'était à peine assez pour 2 personnes, mais il l'a rationné pour 11. Les hommes savaient maintenant qu'ils pouvaient survivre à la collision, mais survivre sur l'île exigerait un risque encore plus grand. Contacter les insulaires qui se déplaçaient entre les routes de patrouille et qui avaient le pouvoir de décider si ces Américains vivraient ou mourraient. Au matin du 2e jour sur Plum Pudding Island, le moral a commencé à chuter. Les hommes étaient faibles, déshydratés et exposés au soleil direct, sans aucun abri. Des patrouilleurs japonais passaient assez près pour être entendus et chaque mouvement risquait d'être détecté. Kennedy et son second, l'enseigne de vaisseau Leonard Tom, ont convenu que leur survie dépendait de leur capacité à trouver de l'aide, pas d'attendre les secours. Ils savaient que les îles voisines étaient parfois visitées par des éclaireurs des îles Salomon qui travaillaient avec les unités de garde-côtes alliées. S'ils pouvaient établir le contact, il y avait de l'espoir. Sinon, c'était la capture ou la fin. Kennedy a pris la décision de nager jusqu'à l'île de Nauru, une étendue de terre plus vaste située à environ 4 km et que l'on pensait être occasionnellement fréquentée par des habitants locaux bienveillants. Bien que toujours blessé, il est reparti avec Tom. La traversée a duré plus de 6 heures. Les vagues les battaient sans relâche et chaque mouvement de bras de Kennedy aggravait sa blessure au dos. À mi-chemin, une barge japonaise est passée tout près. Les 2 hommes ont flotté, immobiles, la tête à peine hors de l'eau, jusqu'à ce qu'elle passe. Lorsqu'ils atteignirent enfin Nauru, Kennedy a gravé sur une noix de coco, avec son couteau, le message. 11 rescapés, besoin d'une petite embarcation Kennedy. Cette nuit-là, 2 insulaires, Beokugasa et Eroni Kumana, les ont trouvés. Au début, ils étaient méfiants, ne sachant pas si les hommes étaient japonais ou américains. Kennedy, bien qu'épuisé mais restant lucide, s'est présenté et a détaillé les circonstances du naufrage. Les insulaires acceptèrent de prêter assistance, au risque d'être exécutés s'ils soutenaient les Américains. Ils ont dissimulé Kennedy et Tom dans un fourré en bord de mer, puis sont partis en pirogue, traversant les eaux occupées par l'ennemi. Ils ont ramé plus de 6 heures pour atteindre un poste allié. Ce message sur la noix de coco a été leur preuve. Le garde-côte, le lieutenant Arthur Evans, l'a reçu et a aussitôt autorisé un sauvetage. Dans la nuit du 7 août, les insulaires sont revenus avec un patrouilleur. Un par un, tout l'équipage survivant de Kennedy a été évacué en toute sécurité. Il se trouvait bloqué depuis 5 jours entiers, sans eau, sans aucune arme et sans le moindre espoir réaliste de survie. Pourtant, chaque homme présent sur le PT-109 cette nuit-là a survécu parce que leur commandant a refusé de se rendre à la mer. Lorsque Kennedy et son équipage ont finalement été ramenés à la base alliée, leur survie a été considérée comme rien de moins que miraculeuse. Les rapports indiquaient que les chances de survie d'une collision avec un destroyer japonais étaient nulles. Endurer 5 jours sans aucune ressource, puis organiser un sauvetage sous la surveillance constante des patrouilles ennemies, était considéré comme bien au-delà des attentes militaires conventionnelles. Ce qui a le plus marqué, c'est la persévérance de Kennedy. Malgré ses blessures, il a nagé à plusieurs reprises sur de longues distances, souvent la nuit, dans des eaux infestées de requins. Ses nages totalisaient plus de 11 km. Le personnel médical qui l'a soigné était stupéfait. Il est resté conscient tout du long, sans même parler de sa capacité à diriger les autres. Les officiers du renseignement allié ont été briefés sur comment un petit bateau en bois avait failli changer l'issue d'une mission de convoi majeure. Bien que le PT-109 n'ait pas coulé de navire japonais cette nuit-là, l'impact de l'incident a eu une grande portée.
Le Tokyo Express a rapidement modifié ses schémas d'approche nocturne et les destroyers ont commencé à réduire leur vitesse près des zones d'embuscade probables. Cela offrit aux sous-marins et avions américains de nouvelles chances d'intercepter les routes de ravitaillement dans cette zone. Les actions de Kennedy ont influencé la planification tactique bien au-delà de sa confrontation directe. Ce qui a vraiment impressionné les officiers supérieurs, c'est que Kennedy a constamment privilégié la sécurité de son équipage. Quand on lui demanda pourquoi il nageait malgré sa blessure, il répondit simplement « Ils étaient vivants ». Cela signifiait que j'avais un devoir à exécuter. Son rapport n'avait rien de dramatique. Il ne mentionnait ni requins, ni feu de carburant, ni nage stressante. Le récit était si sobre que ses supérieurs durent reconstituer la véritable histoire à partir des témoignages des survivants et des récits locaux. Kennedy fut reconnu pour son leadership exemplaire et reçut la médaille de la Marine et du Corps des Marines. Pour beaucoup de ceux qui ont servi avec lui, son plus grand exploit ne fut pas de survivre, mais de refuser d'abandonner quiconque sous son commandement dans les eaux du Pacifique. La nouvelle du sauvetage de l'équipage du PT-109 s'est rapidement propagée dans les cercles navals, mais c'est surtout le calme de Kennedy qui a le plus impressionné ses camarades de service. Les survivants se rappelaient comment ils ne paniquaient jamais, même quand les flammes entouraient l'épave ou que le groupe gisait sur la plage, démuni de nourriture ou d'eau. Ces directives étaient invariablement brèves, limpides et entièrement tournées vers la survie. Quand un membre d'équipage s'est effondré, Kennedy s'est accroupi près de lui et a dit « Si nous vivons 1 heure de plus, c'est 1 heure de plus où nous nous battons. C'est tout ce que nous faisons. » Chut. Ces mots sont devenus l'état d'esprit de chaque homme sur cette île. Beaucoup de Marines et de marins pensaient que la guerre du Pacifique se définissait par les machines, les navires, les avions, la puissance de feu. Mais ce que Kennedy a démontré, c'est que la survie pouvait être une question de pure volonté humaine, même quand les outils et les stratégies échouaient. Son bateau en bois avait un système de torpilles dont le taux d'échec approchait 80%. Sa navigation dépendait du clair de lune, car il n'avait pas de radar. Sa force ne résidait pas dans les armes, mais dans son inébranlable refus d'abandonner ses hommes, et ce, même blessés. Des années plus tard, les insulaires qui lui avaient porté assistance ont raconté l'histoire d'un officier étranger nageant comme un homme portant la mer sur son dos et refusant d'abandonner même lorsque ses jambes le trahissaient. Cette description devint une partie intégrante du folklore local. Plus tard, lorsque des troupes américaines traversaient les Salomon, on leur désignait les rivages où Kennedy avait tiré ses hommes à travers les vagues. Il l'appelait la pointe des survivants. Le champ de bataille du Pacifique poussait les hommes au-delà de toutes les limites conventionnelles. Peu, confrontés à de tels désastres, ont survécu pour le raconter. Kennedy et son équipage ont survécu parce qu'un officier a ignoré le sort, contesté les hypothèses ennemies et misé plus sur la détermination que sur l'équipement. Dans une guerre dominée par l'acier et le feu, c'est la persévérance qui les a sauvés. L'incident du PT-109 a eu un impact bien au-delà de la survie de Kennedy et de son équipage. Les analystes navals réévaluèrent comment des unités légèrement armées pourraient opérer contre des forces plus fortes avec des tactiques non conventionnelles. Beaucoup de commandants croyaient que seuls les navires avec blindage lourd et radars avancés pouvaient influencer les batailles navales nocturnes. L'expérience de Kennedy prouva que la vitesse, la furtivité et l'initiative comptaient autant. Un rapport soulignait que les vaisseaux ennemis redoutaient ce qu'ils ne pouvaient discerner, appuyant l'idée que les vedettes PT en bois, malgré leur fragilité, procuraient une imprévisibilité stratégique. Les équipages ont été incités à manœuvrer près des formations ennemies et à combattre agressivement plutôt que de se fier aux tirs de torpilles à longue portée. Les manuels furent discrètement mis à jour pour inclure des techniques d'embuscade nocturne basées sur l'observation humaine, non sur le radar. Dans les milieux du renseignement, la survie du PT-109 est devenue un cas d'étude sur le leadership sous stress intense. Nombreuses études ont montré que la responsabilité du commandement persiste même en cas de défaillance de l'équipement. Kennedy n'avait pas de radio, pas d'outils de navigation et pas d'armes efficaces une fois que l'épave a coulé.
Pourtant, il a continué à diriger par des actions physiques plutôt que par des ordres verbaux. Les psychologues ont remarqué qu'une action décisive sous pression peut éviter la panique dans de petites équipes. Kennedy assignait des tâches à ses hommes même avec de minces chances de succès. Chaque action, que ce soit nager pour chercher du secours ou rationner une unique conserve de fruits, renforçait leur détermination et les empêchait de céder à la peur. Des années après, interrogé sur la collision et le sauvetage, Kennedy résuma simplement. « C'était involontaire. Ils ont coulé mon bateau. » Ces 7 mots reflétaient la façon dont il ne percevait pas sa survie comme un acte d'héroïsme, mais plutôt comme une obligation. Pour son équipage, la différence était flagrante. Il les a gardés en vie dans des conditions de survie normalement impossibles. Dans un conflit évalué par les territoires et les pertes, le sauvetage de 11 hommes n'a pas directement modifié le cours de la guerre du Pacifique, mais il a révélé une vérité qu'aucun destroyer japonais ne pouvait contredire à cet instant. Le courage, lorsqu'il est mis en œuvre sans la moindre hésitation, est capable de modifier l'issue, même d'un combat désespéré. L'héritage de l'incident du PT-109 est devenu bien plus qu'une simple histoire de survie. Cela a fait évoluer la réflexion au sein de l'armée américaine sur le leadership en combat extrême. Kennedy ne possédait ni les armes les plus puissantes, ni la meilleure position, ni même sa pleine vigueur physique. Pourtant, il triompha alors que les chances étaient quasiment inexistantes. Ces actes ont prouvé qu'un commandant déterminé pouvait maintenir la cohésion d'une équipe, même en l'absence de tout soutien tactique. Les analystes ont noté que la plupart des équipages, dans des naufrages similaires, ne survivaient pas les premières 24 heures. Les hommes de Kennedy ont tenu 5 jours parce qu'il a refusé de les laisser croire que la mort était l'issue inévitable. Chaque décision qu'il a prise, nager pour des vivres, chercher secours, graver ce message sur la noix de coco, a donné à son équipage une raison de se battre. Dans les mois qui suivirent, la victoire à Iwo Jima et l'effondrement des ravitaillements japonais signèrent le début de la fin pour les forces impériales dans le Pacifique. Parmi les récits plus modestes, rarement rapportés par les journaux,